Bienvenue dans cette troisième vidéo du chapitre dans laquelle on va préciser comment identifier des espèces chimiques avec un S. Par des tests chimiques, on va rappeler 4 tests que vous avez vus au collège, le test de la présence d'eau, de la présence de CO2, de la présence de dioxygène O2, de la présence de dihydrogène H2, et puis on rappellera ce qu'est la chromatographie, qu'on appelle CCM, parce que ce sont les initiales de chromatographie sur couche mince. Alors, les 4 tests. Le premier test, c'est le test de la présence d'eau. Pour prouver qu'une espèce inconnue est de l'eau, eh bien, on utilise du sulfate de cuivre anhydre, qui est une poudre blanche, blanc grisâtre, qui est ici, et sur laquelle, lorsque on met quelques gouttes d'eau, c'est fait ici avec une pipette Pasteur, ça c'est la pipette Pasteur, le sulfate de cuivre anhydre s'hydrate et devient d'un bleu caractéristique qu'on appelle le bleu céleste. Alors voilà, ici deux gouttes même d'eau seront rajoutées et on voit le sulfate de cuivre anhydre s'hydrater et devenir bleu. Voilà pour le premier test, le test de la présence d'eau. Deuxième test, c'est celui du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, on prouve sa présence avec de l'eau de chaux qui se trouble lorsque elle est en présence de dioxyde de carbone, ce qui est montré ici par ce schéma et par cette vidéo. Alors ici, on met de l'eau de chaux dans ce verre à pied. Le dioxyde de carbone va être récupéré d'une bouteille de Perrier, dans laquelle on va adapter un tube, ce tube-là qui s'appelle un tube à dégagement, qui permet de conduire le gaz là où on veut l'amener, c'est-à-dire dans l'eau de chaux. On voit les premières bulles de CO2 qui s'échappent, et puis pour accélérer un petit peu le processus et qu'il s'échappe un peu plus vite, on met ici de l'eau chaude. Alors le CO2 est conduit le long du tube, on voit ici des bulles de CO2 qui s'échappent dans l'eau de chaux, et l'eau de chaux qui se trouble assez rapidement, qui devient laiteuse, à travers laquelle on ne peut plus voir, ce qui prouve de façon certaine que le gaz qui venait du tube à dégagement, donc qui était contenu dans le Perrier auparavant, est bien du dioxyde de carbone. C'est le deuxième test à retenir. Le troisième test à retenir, c'est celui de l'oxygène. Vous avez ici la vidéo et le dispositif. Pour prouver qu'un gaz est bien de l'oxygène, on utilise une allumette incandescente. Donc ici, vous avez une bûchette qui va être enflammée. Ici, vous avez un flacon qui contient du dioxygène pur. Le dioxygène est incolore, donc on ne le voit pas. On éteint la bûchette. Voilà, et elle reste incandescente. Ça veut dire que la combustion se poursuit, mais qu'il n'y a pas de flamme. Lorsque la bûchette incandescente de cette façon-là, on voit le bout est rouge, est introduite dans le flacon, la flamme se ravive immédiatement, ce qui prouve que le gaz contenu ici dans le flacon est bien du dioxygène, puisque la flamme est ranimée. Voilà le troisième test. Dernier test, c'est celui du dihydrogène. Le dihydrogène, en présence d'une flamme, produit une détonation caractéristique qu'on appelle un pop. Voilà. Alors ce bruit caractéristique, cette petite détonation, elle prouve la présence de dihydrogène dans le tube à essai de façon certaine. Voilà pour les 4 tests. On passe au dernier appel qui est celui de la chromatographie. Je prends un simulateur pour rappeler comment fonctionne la chromatographie. Voilà le dispositif de la chromatographie, de la CCM. On utilise une cuve qu'on appelle une cuve à CCM, qui est ici, en verre, avec son couvercle. Et puis une plaque ou un papier qu'on appelle le papier Whatman, mais ça peut aussi se faire sur une plaque rigide pour le dispositif. Ensuite, les produits. Vous avez un produit qui est mis dans la cuve qui s'appelle l'éluant ou la phase mobile. C'est un produit volatile qui va se vaporiser à l'intérieur de la cuve lorsqu'on va la fermer. Et puis vous avez 3 espèces qui sont déposées sur une ligne ici qu'on trace sur le papier qui s'appelle la ligne des dépôts. Les 3 espèces sont une espèce inconnue ici S, dont on ne sait pas ce qu'elle est,
un colorant vert par exemple, ça peut être un colorant de sirop de menthe, et puis deux espèces qu'on appelle des espèces qu'on appelle des espèces de référence qui sont connues, identifiées. Ici vous avez un colorant bleu qui s'appelle le E131, bleu patenté, et puis vous avez ici un colorant jaune qui s'appelle le E102. L'espèce S ici est inconnue et on se pose à propos de cette espèce deux questions auxquelles on va pouvoir répondre grâce à la chromatographie. La première question, c'est de savoir si S est un corps pur ou un mélange. La deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans S. Si jamais c'est un corps pur ou un mélange, est-ce qu'il y a dedans du E102 ou est-ce qu'il y a dedans du E131 ou bien est-ce qu'il y a dedans les deux? S serait alors un mélange. La chromatographie va pouvoir permettre de répondre à cette question. Je vais baisser le couvercle en 2 minutes. D'ailleurs, je baisse le couvercle. Et puis, alors le temps est accéléré ici parce qu'en tout ça prend une vingtaine de minutes. L'éluant va monter le long du papier buvard, du papier Whatman par capillarité et entraîner avec lui les dépôts jusqu'à une hauteur. Alors on retire quand c'est terminé le papier Whatman et puis on trace ici une ligne jusqu'à la hauteur à laquelle est monté l'éluant qui s'appelle la ligne de front. Après quoi on analyse le papier qui s'appelle un chromatogramme et on l'analyse de deux façons. On l'analyse verticalement et on l'analyse ensuite horizontalement. L'analyse verticale nous montre si le dépôt de départ, la tache verte qui était ici, S, est un corps pur ou un mélange. On voit ici que de S sont issues deux taches, ce qui montre que S était un mélange, ce n'était pas un corps pur. Si jamais S avait été un corps pur, on aurait eu sur le trajet de S une seule tache. Donc à la première question on a répondu, on a deux taches qui sont issus du dépôt initial de S. S est donc un mélange. Ça, c'est la lecture verticale. On peut ensuite faire une lecture horizontale du chromatogramme et comparer les hauteurs respectives des taches de chacun des dépôts. Lorsque deux taches sont arrivées à la même hauteur, ont parcouru la même distance sur le papier Whatman, eh bien on peut affirmer qu'elles sont de la même substance. Donc dans S, il y avait du E102, puisque ici on arrive à la même hauteur. De la même façon, si on compare les hauteurs parcourues par le dépôt E131 et par le dépôt S, on voit ici deux taches qui sont à la même hauteur, on peut donc dire que c'est la même substance et que dans S, il y avait du E131. Donc la chromatographie permet de répondre aux deux questions. Elle permet de répondre que S était un mélange et pas un corps pur, donc on a pu séparer les deux constituants du dépôt initial, et puis donc séparer c'est la première chose que permet de faire la CCM, la chromatographie, et puis on a pu identifier les deux espèces qui constituaient ce mélange. On peut donc remplir le petit questionnaire qui est ici. La chromatographie est une technique qui permet de choisir, séparer et identifier, séparer et colorer, séparer et superposer et identifier, c'est évidemment la séparation et l'identification des espèces. Les composants du mélange sont entraînés par le papier, la face fixe ou l'éluant. Les composants du mélange sont évidemment entraînés par l'éluant quand il monte le long du papier par capillarité. Dans l'expérience décrite, l'espèce la plus retenue par l'éluant ou la moins retenue par la face fixe, l'espèce la plus retenue par l'éluant, c'est la tache bleue, le E131. Le chromatogramme obtenu permet de conclure que la solution S contient probablement, on voit ici qu'elle contient probablement les deux, puisqu'on a une tache issue de S à la même hauteur que 102, donc il y a du E102 dans S, et une tache issue de S à la même hauteur que E131, donc il y a bien les deux dans S. Pour finir, le rapport frontal, la définition du rapport frontal d'une espèce, c'est le quotient de la distance h parcourue par l'espèce. Donc par exemple, si on regarde l'espèce jaune, c'est la distance parcourue par le jaune, donc ce qui s'appelle ici hj, par la distance h parcourue par l'éluant. La distance h parcourue par l'éluant, c'est toute la hauteur qui est ici, grand H. Donc le rapport frontal, petit h sur grand H, et il se calcule pour chaque espèce. Donc il y aura un rapport frontal pour le jaune, ça sera hj sur grand H,
et un rapport frontal pour le bleu, ça sera HB, cette hauteur-là, sur grand H, cette hauteur-là. Alors ici, on nous demande de comparer en fait le rapport frontal du bleu sur le rapport frontal du jaune. Pour le faire proprement, il faudrait prendre une règle, mais on voit à peu près à la louche que le rapport frontal du bleu, ça serait 0,35 du rapport frontal du jaune. Voilà, je mets ce petit simulateur sur le Padlet du chapitre, de manière à ce que vous puissiez le refaire tranquillement si vous avez besoin de le refaire. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé à réviser tout ce qui est à revoir du collège, et vous n'oubliez pas qu'il y a un questionnaire à faire après, et que ce questionnaire, comme les autres d'ailleurs, est évalué. Voilà.